Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap Amérique. Au programme cette semaine, un discours tout en sobriété, tentant même l'unité. Donald Trump a livré cette semaine son traditionnel discours sur l'état de l'Union. Nous verrons ce qu'il faut en retenir. L'aide humanitaire au Venezuela, nouvel enjeu du bras de fer qui oppose Nicolás Maduro à Juan Guaidó. Le président autoproclamé accuse son rival de bloquer des convois à la frontière colombienne alors que le pays meurt de faim. Et puis nous vous emmènerons sur un site en Bolivie qui attire chaque année les touristes. Un impressionnant mur de calcaire abritant des milliers d'empreintes de dinosaures vieilles de plus de 68 millions d'années. C'est avec une semaine de retard sur le calendrier initial que Donald Trump a donc procédé ce mardi au traditionnel discours sur l'état de l'Union. Allocution plutôt sobre face à un congrès réuni au grand complet. Le président américain a tenté le temps d'une soirée l'unité, appelant au compromis avec les démocrates. Il a toutefois répété sa détermination à construire son mur anti-migrants. Elliot Samuel. Comme à l'accoutumée, le président américain entre au Congrès sous une ovation. Et pour son deuxième discours sur l'état de l'Union, Donald Trump s'est voulu rassembleur. D'entrée de jeu, il a appelé élus républicains et démocrates à l'unité, une dizaine de jours après le plus long shutdown de l'histoire des États-Unis. Ensemble, nous pouvons briser des décennies d'impasse politique. Nous pouvons outrepasser les anciennes divisions, soigner les vieilles blessures, construire de nouvelles solutions et libérer la promesse d'un futur extraordinaire pour l'Amérique. Mais pour autant, pas question de revenir sur son mur, sans pour autant déclarer l'état d'urgence national, et alors qu'un accord budgétaire doit être trouvé avant le 15 février sous peine d'un nouveau shutdown, Donald Trump l'a assuré, ce mur est nécessaire pour lutter contre l'immigration. Je ferai en sorte qu'un mur soit construit. J'ai ordonné l'envoi de 3750 troupes supplémentaires à la frontière sud pour se préparer à une offensive phénoménale. Une référence à la caravane de migrants en provenance d'Amérique centrale. Peu d'annonces dans son discours, sauf sur les relations avec la Corée du Nord. Un nouveau sommet avec Kim Jong-un aura lieu au Vietnam les 27 et 28 février. Si je n'avais pas été élu président des États-Unis, nous serions maintenant en guerre avec la Corée du Nord. Un discours au total d'1h22 avec un hommage du président au nombre record de femmes dans l'hémicycle. Certaines d'entre elles démocrates étaient vêtues de blanc en hommage au mouvement des suffragettes. Donald Trump a rappelé les grandes lignes de sa politique à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières américaines. La position adoptée notamment par Washington sur la crise politique en cours au Venezuela, suivant une ligne interventionniste. Donald Trump a affirmé soutenir, je le cite, le peuple du Venezuela dans sa noble quête de liberté. Tout cela nous conduit donc à notre image de la semaine. Voyez un peu cette frontière entre la Colombie et le Venezuela où seraient bloqués, selon l'opposition vénézuélienne, des premiers camions d'aide humanitaire. Selon Juan Guaidó, les premiers convois sont retenus par des proches de Nicolás Maduro. Le président vénézuélien estime que son pays n'a pas besoin de demander l'aumône. Le président, autoproclamé par intérim, considère lui qu'elle est au contraire vitale. Cette aide, vous l'aurez compris, est devenue un enjeu de la crise, celui qui pourrait aussi la faire basculer, comme nous le raconte tout de suite notre correspondante au Venezuela, Hermina Fernandez. Daniela, atteinte d'une pathologie cérébrale, entourée de ses parents. La famille Toledo est l'une des victimes de la pénurie de médicaments et de leur prix élevé. Le traitement de la jeune fille coûte 160 $ américains par mois, mais le revenu familial n'est que de 10 $ mensuels. Alors Néstor Toledo n'a qu'un espoir, que sa fille ait accès aux médicaments qui doivent arriver prochainement sous forme d'aide humanitaire internationale. Si l'aide humanitaire pouvait parvenir au Venezuela, ce serait une bonne nouvelle. Cela nous aiderait non seulement d'un point de vue économique, mais cela nous soulagerait aussi d'un point de vue familial. Car sa mère et moi sommes en souffrance et nous culpabilisons de ne pas pouvoir aider notre fille. Uñades Robina est directeur de l'association de pédiatrie du Venezuela. Et il ne cesse d'alerter le gouvernement sur l'urgence médicale pédiatrique dans le pays.
Nous continuons à faire appel à la bonne volonté du gouvernement. Il doit reconnaître que la situation médicale dans le pays est difficile et que les Vénézuéliens ont besoin de toute urgence de cette aide humanitaire. Malgré ces appels pressants, le gouvernement de Nicolás Maduro fait la sourde oreille, répétant que le Venezuela n'a rien à quémander de l'étranger. Une position partagée par ses membres du personnel. Il travaille au sein de ces unités de soins, mises en place sous l'ancien président Hugo Chavez et animées par des médecins cubains. Nous n'avons pas besoin de cette aide. Nous ne sommes pas en guerre. Nous ne sommes pas en situation de catastrophe humanitaire. Les gens qui réclament de l'aide ne le font que par pur caprice. Nous ne voulons pas d'aide humanitaire. Selon le camp des pro-Maduro, les sanctions imposées par les États-Unis seraient à l'origine de la pénurie. Ils dénoncent une ingérence qui passerait par la fourniture de cette aide internationale. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les membres de l'opposition doivent cesser de mentir et qu'ils arrêtent de réclamer cette aide qui n'est en fait qu'un moyen d'interférer dans nos affaires. La question de l'acheminement de l'aide humanitaire dans le pays divise les Vénézuéliens. Mais pour les parents de Daniela, peu importe les considérations politiques, devant l'urgence à recevoir un traitement pour leur fille. Le Salvador a un nouveau président, Nayib Bukele, l'ancien maire de San Salvador, complet outsider. Il a été élu dimanche dernier à l'âge de 37 ans à la présidence de son pays avec 54% des voix. C'est plus que ses deux adversaires réunis. Cette élection met fin au bipartisme droite-gauche qui durait depuis la fin de la guerre civile en 92. Axel Simon. Il était l'outsider. Nayib Bukele est devenu le favori et a finalement remporté la victoire haut la main. Avec 54% des voix, un score supérieur à celui de ses deux autres adversaires réunis, Bukele met fin au bipartisme droite-gauche qui durait depuis 3 décennies. Sans même attendre la confirmation par la Cour suprême, il a célébré sa victoire avec ses partisans. À cet instant, nous pouvons annoncer avec certitude que nous avons remporté la présidence de la République. Surnommé l'Hirondelle, l'emblème de son parti, à 37 ans, ce fils d'un notable de la communauté arabe d'origine palestinienne a bousculé les codes traditionnels de la politique. Et pas seulement grâce à son allure décontractée. Il a mené une campagne efficace sur les réseaux sociaux et a fait de la corruption son cheval de bataille. Élu maire de San Salvador en 2015, il a réussi à rénover et sécuriser le centre historique de la capitale, ce qui lui a valu le soutien de la jeunesse salvadorienne. Nayib Bukele était en lice sous la bannière d'un petit parti conservateur, la Ghana. Mais avant cela, et jusqu'en 2017, il était pourtant plutôt marqué à gauche, avec une expérience politique au sein du parti FMLN, au pouvoir depuis 10 ans, dont il s'est fait exclure après l'avoir critiqué. Son élection suscite beaucoup d'espoir de changement. On espère que ce sera un changement pour le meilleur, car on a besoin d'avancer ici au Salvador. Et ça fait longtemps que nous essayons, sans succès. Nayib Bukele prendra les rênes du pays en juin prochain. Ces défis seront à la hauteur de l'espoir qu'il suscite. Il devra en priorité relancer la machine économique et s'attaquer à la pauvreté et à la corruption. Un autre enjeu majeur sera d'éradiquer la violence des gangs dans un pays qui détient le taux de meurtre le plus élevé au monde. Il est doté d'impressionnantes épines défensives tout le long de sa colonne vertébrale. Une nouvelle espèce de dinosaure herbivore a été découverte en Patagonie, animal baptisé, je vais tenter le nom, Bajadosaurus pronuspinax, une espèce qui vivait dans le sud de l'Argentine il y a tout de même quelques 140 millions d'années. Une reconstitution est actuellement exposée à Buenos Aires, vous la voyez ici à l'écran. Au chapitre préhistoire toujours, ce lieu à présent qui aurait pu inspirer Steven Spielberg et son Jurassic Park. Ce mur immense en Bolivie et des milliers d'empreintes de pas de dinosaures parfaitement conservées ont été retrouvées sur ces parois. Les visiteurs viennent de loin pour admirer cette curiosité qui cherche à entrer au patrimoine mondial de l'UNESCO. Reportage de nos confrères de France 2. Au cœur de la Bolivie, un flanc de falaise avec des milliers d'empreintes. Témoignage unique au monde du passage sur Terre des dinosaures. 12 000 empreintes fossilisées, celles de tyrannosaures, d'ornithopodes, de sauropodes, la plus grande densité au monde de traces de pas de dinosaures.
Les touristes du monde entier payent 4 € pour aller voir ce qui est devenu une sorte de Jurassic Park. Les visiteurs découvrent au plus près ces empreintes sur ce pan de roche long de près de 2 km et haut de 110 mètres. Les amis, ne pensez pas que les dinosaures étaient capables de grimper sur ce mur. Ça n'a aucun sens pour les scientifiques. Les dinosaures n'étaient pas des araignées, ce lieu était plat, c'était un lac il y a 68 millions d'années et tous les rochers représentaient les rivages d'un lac. Un rivage qui s'est progressivement soulevé avec le mouvement des plaques tectoniques. C'est une trace de l'histoire de la Terre. C'est formidable de pouvoir voir ça. Un trésor jurassique découvert complètement par hasard. L'histoire est à peine croyable. 1948, Sucre, la capitale est ravagée par un tremblement de terre. Pour reconstruire, les autorités ouvrent juste à côté cette cimenterie encore en activité. En découpant la roche, dans ces carrières, des ouvriers découvrent, il y a une vingtaine d'années, ces drôles de traces. Les paléontologues du monde entier convergent et confirment qu'il s'agit bel et bien d'empreintes de dinosaures, comme ceci, des répliques grandeur nature installées dans ce Jurassic Park. Ça, ce sont les empreintes d'un bipède carnivore. Il marchait comme ça, en croisant un peu les jambes. Et quand on enquête sur les empreintes, la première chose que l'on fait, c'est calculer la taille de la trace de ce dinosaure. Et ensuite, on la multiplie par 4, comme ça. 1, 2, 3, 4. Ce qui nous donne la hauteur du dinosaure. Et à partir de cette hauteur, on peut calculer son amplitude. Ce site constitue aujourd'hui un témoignage unique au monde du passage sur Terre il y a plusieurs millions d'années des dinosaures. Un site bien vivant. Chaque année, la paroi continue à s'éroder et laisse apparaître de nouvelles empreintes de dinosaures. Les autorités locales espèrent que le site sera bientôt classé au patrimoine mondial de l'humanité. Et c'est la fin de ce numéro de Cap Amérique. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même continent. À très vite. C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate. Chaque semaine, Roselyne Fèvre et Jean-Marie Colombani reçoivent des éditorialistes et décryptent avec eux les grands thèmes politiques qui font l'actualité du moment. Assurer, je pense en particulier que le conflit paye toujours. Politique, en partenariat avec Slate.fr. C'est sur France 24 et France24.com.